Bonjour à tous, vous êtes sur Écran Large, je suis Simon et aujourd'hui c'est vendredi, c'est le jour de les news, c'est le jour de Breaking News. On va faire avec vous un petit tour de l'actualité du cinéma et des séries, d'Hollywood mais aussi de la France, bref de tout ce qui se passe dans cet univers-là et qui nous a semblé pertinent, amusant, intéressant à vous faire remonter. On commence avec Netflix qui, c'est officiel, va rendre l'argent. Ce que je veux vous dire, c'est que tout simplement, pour la première fois, Netflix va véritablement commencer à payer ses impôts sur le revenu en France. Et c'est mine de rien une petite révolution sur laquelle on va revenir. Il y a quelques semaines, on avait fait une vidéo pour vous expliquer comment et pourquoi l'État français allait contraindre par décret, et puis suite à une longue négociation, les plateformes, et donc entre autres Netflix, à investir entre 20 et 25% de leur chiffre d'affaires réalisé en France dans la production et l'achat de séries et de films français. Ça a été rendu possible grâce à une directive européenne, comme quoi tout arrive, qui s'appelle la directive SMA. Elle va avoir d'autres conséquences qui vont non pas contraindre, mais pousser très fortement dans les semaines et les mois qui viennent, Netflix a payé une partie de ses revenus, enfin de son impôt sur les revenus en France. C'est le site de Capital qui l'a sorti en avant-première, qui a sorti l'info, donc merci à eux, on a pu voir un petit peu le détail de tout ça. Alors comment ça se fait que Netflix ne payait pas son impôt sur le revenu en France? Grâce à un dispositif d'optimisation fiscale parfaitement légal, mais on va dire éthiquement très discutable. En gros, quand vous vous inscrivez, quand vous vous abonnez à Netflix, vous ne vous abonnez pas à Netflix France, vous vous abonnez à Netflix Pays-Bas. Netflix Pays-Bas, qui jouit d'une législation sur les revenus des entreprises très différente et on va dire beaucoup plus faible que la législation française. Et donc tout simplement, c'était Netflix Pays-Bas qui déclarait ses impôts et qui les faisait remonter vers les États-Unis. Alors c'est une grosse simplification, hein, mais voilà un peu la nature du montage qu'il y avait. Donc tout simplement, Capital nous apprend que Netflix va déclarer une beaucoup plus grosse part de ses revenus et son chiffre d'affaires en France et donc payer beaucoup plus d'impôts sur le revenu. D'après les estimations de Capital, actuellement Netflix paye grosso modo 500 000 € par an, ce qui est ridicule vu le volume d'affaires de Netflix en France, et il devrait passer à environ 10 millions d'euros par an. Alors c'est très en dessous, toujours d'après Capital, du volume véritable de leurs affaires, parce qu'en fait il reste toujours, on va dire, un étage de la fusée qui est assez particulier, c'est-à-dire que d'un point de vue légal, officiellement, Netflix Pays-Bas, ça n'est pas du tout Netflix, et en gros Netflix Pays-Bas doit payer une licence et payer plein de droits à la maison mère Netflix pour avoir le droit d'exister. Bon, évidemment que c'est la même entreprise, hein, c'est vraiment des jeux de statuts légaux, mais donc du coup ça permet entre guillemets de brûler une partie des revenus, de les faire passer dans le chiffre d'affaires et de les faire remonter directement aux États-Unis sans qu'ils soient qualifiés de revenus. Il n'empêche, c'est un progrès, c'est très positif, c'est-à-dire que Netflix va de manière plus standard, comme les autres acteurs économiques et comme les autres acteurs économiques du cinéma et de la production cinéma, participer à l'écosystème économique français. Et c'est aussi le cas d'ailleurs en Espagne, ils l'ont annoncé également. Et c'est une bonne chose parce que tout simplement, on ne peut pas trouver tolérable ou viable que de grosses entreprises étrangères qui arrivent chez nous bénéficient du dynamisme et de la vitalité du marché culturel français sans, j'ai envie de dire, payer le droit de passage pour pouvoir rentrer sur ces marchés. Donc c'est une très bonne chose, c'est sans doute pas encore suffisant, mais on est en train de se rapprocher de la normalisation, on va dire, de l'activité de ces gros acteurs, en tout cas de Netflix, qui donc désormais devrait par décret être obligé de réinvestir entre 20 et 25% de son chiffre d'affaires dans la production de séries, de films, de documentaires hexagonaux, également qui donc se soumet à la taxe de 5% sur son chiffre d'affaires du CNC, comme absolument tous les diffuseurs et tous les acteurs de la diffusion en France, et également devrait même payer donc une partie beaucoup plus importante de ses impôts sur le revenu chez nous. Donc, on va dans le bon sens, c'est une bonne chose et tant mieux. Autre grosse nouvelle qui est tombée tout récemment suite aux annonces du président de la République, c'est la réouverture prochaine, probable, pour peu qu'on ait fini de zigouiller tous nos grands-parents d'ici là, d'ici le 15 décembre, les cinémas vont réouvrir leurs portes, a priori. Mais bon, c'est quand même très crédible. C'est une bonne nouvelle. C'est évidemment une bonne nouvelle. On va pouvoir retourner en salle. Les salles, on l'espère, vont pouvoir souffler un petit peu, réaccueillir du public. On est en droit de leur souhaiter et d'espérer que, contrairement après le premier confinement, là, les gens en ayant un peu marre, soient peut-être un peu moins inquiets à l'idée de retourner en salle. Et aussi parce que on commence à avoir les premiers chiffres. Il y a manifestement eu très peu de contamination au cinéma. Il n'y a pas eu beaucoup de clusters de grand écran. Par définition, donc, les gens sont peut-être plus, on va dire, plus sensibles à l'idée de retourner en salle. Notamment, il faut se rappeler que les 3 semaines qui ont précédé le deuxième confinement, la fréquentation des salles était repartie très fort à la hausse. Donc, on peut espérer que, voilà, surtout au moment des fins d'année, surtout si les gens hésitent à se rassembler en famille, au moins, ils iront se faire un petit plaisir en salle. C'est tout ce qu'on espère. C'est une excellente nouvelle. Attention toutefois, la situation reste très complexe pour vos cinémas. Donc, n'hésitez pas à les soutenir, à les encourager, à leur donner de la force parce qu'ils vont en avoir besoin pour 2 raisons.
Déjà, premièrement, ça risque d'être un petit peu velu au moment de la réouverture le 15-16 décembre, tout simplement parce qu'il va y avoir un gros embouteillage. D'un côté, il va y avoir les gros films qui vont sortir à cette date-là. Wonder Woman 1984, Mandibule, voilà, c'est les gros bulldozers qui vont arriver, qui vont faire « Coucou, c'est Noël !» Mais il va aussi y avoir les films qui avaient commencé leur exploitation avant le deuxième confinement, qui eux vont vouloir la poursuivre. Vous voyez, je pense à Adieu les cons, je pense à Peninsula, voilà, c'est des films qui vont sans doute revenir à l'écran. Enfin, Adieu les cons, ça a déjà été confirmé d'ailleurs. Et puis il y a aussi, et là c'est une autre paire de manches, les films qui ont vraiment été fauchés, qui sont sortis quelques jours à peine avant le deuxième confinement. Je pense à Drunk, bien sûr, je pense à ADN, enfin voilà, Garçon chiffon, tous ces films dont vraiment la carrière a été bousillée par le deuxième confinement et qui ont vraiment besoin d'aller dans les salles. Et puis se pose aussi la question des films qui auraient dû sortir en novembre et qui vont bien devoir se trouver un espace. C'est une situation qui est d'autant plus complexe que, tout simplement, pendant des semaines, que ce soit les exploitants, les syndicats de distributeurs avaient évoqué la possibilité de faire 1 ou 2 semaines blanches, c'est-à-dire des semaines où il n'y ait pas de nouveautés, où on retrouve seulement à l'affiche les films qui n'avaient pas pu terminer leur exploitation, histoire de leur redonner un peu d'oxygène, et que, en termes de visibilité, publicité, parce qu'eux, ils ont déjà cramé leur budget pub, ils ne soient pas écrasés par les nouveaux venus. Or, c'est un truc dont on n'entend plus trop parler, alors peut-être que ça aura lieu, j'imagine que là, ça doit être en train de négocier, de discuter, enfin j'espère, très fort, mais en tout cas, vous, voilà, si vous avez la possibilité, si vous pouvez être en contact avec les équipes de votre cinéma, soit parce que vous les connaissez bien, soit parce que vous êtes dans une ville de taille moyenne ou petite, où on a plus facilement accès aux gens qui s'occupent du grand écran, quoi, tout simplement, où c'est un peu plus à taille humaine, ou dans les grandes villes, même les salles municipales, n'hésitez pas à leur dire quel film vous aimeriez voir, revoir, retrouver, parce que les exploitants, et notamment les petits exploitants, ils vont vraiment avoir besoin de nous pour réussir à faire exister ces films qui ont été fauchés par la crise sanitaire, et ça va pas être une mince affaire, et vraiment, voilà, ça va être très fin, très délicat, voire très dur pour certains d'entre eux de réussir à exister au moment de la réouverture des salles. Enfin, et là, n'ayant absolument aucune compétence en matière sanitaire, je me garderai bien de tirer de conclusion là-dessus, mais il faut savoir que la séance de 20h a été enterrée donc par le gouvernement Castex, malgré l'eurodatage, qui vous permettra, si pour rentrer chez vous, ça vous fait arriver un peu après 21h, qui vous permettra sur la foi de votre ticket de cinéma, d'opéra ou de théâtre, de témoigner que voilà, vous êtes sorti d'un spectacle et que donc vous allez arriver entre guillemets un peu post-couvre-feu chez vous. Malgré cet eurodatage, la séance de 20h, pas question, niette. Il n'y aura donc a priori, à l'heure où je vous parle, pas de séance de 20h dans les cinémas. Alors c'est assez terrible pour les cinoches parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, la séance de 20h. Dans certaines salles, ça représente jusqu'à 40% du chiffre d'affaires quotidien. Donc ça va quand même être très dur, il y a fort à parier qu'il y a des salles qui ne pourront pas rouvrir ou qui vont vraiment galérer. Très sincèrement, il y a une seule façon de les aider, c'est d'y aller. C'est d'aller dans les salles. Alors, c'est très facile à dire, et loin de moi l'idée, si vous flippez, si vous êtes inquiet, ou si vous considérez qu'il n'est pas safe, pas sécure d'aller au cinéma, loin de moi l'idée de vous dire « Courez, allez-y, foncez !» Je n'ai aucune légitimité pour le faire. En revanche, si vous n'avez pas peur, écoutez, profitez-en, allez voir des films. Voilà, ça va être très important pour les salles. Ce moment de la fin d'année va être vital pour elles, et on espère qu'elles vont s'en tirer le mieux ou le moins mal possible. Sujet suivant. On va revenir vite fait sur la situation Johnny Depp, les animaux fantastiques, la justice. On vous a parlé il y a quelques semaines dans une vidéo justement de quelle était la situation autour de Johnny Depp, viré des Animaux Fantastiques 3. Et en gros, allez la voir si vous voyez pas bien qu'est-ce qui s'est passé. Allez la voir, on vous explique en détail quelle est la nature de la plainte qu'il y a eu, comment Johnny Depp a porté plainte en diffamation contre le tabloïd The Sun, qu'il avait qualifié de wife beater, littéralement de dérouilleur d'épouse, et pourquoi il avait perdu, enfin, le fait qu'il ait perdu et les conséquences que ça avait eu dans ses rapports avec la Warner. Je vais pas revenir là-dessus, c'est une affaire qui est relativement complexe et qu'on a déjà explicité. Je vais juste vous donner les dernières nouvelles. Alors, il avait été dit, on entendait tout simplement qu'il y avait de grosses rumeurs annonçant Mads Mikkelsen en négociation pour reprendre le rôle de Johnny Depp. Ce ne sont plus des rumeurs, et même s'il y a 3 jours, l'acteur a dit « Oh là là, moi j'en sais pas plus que vous, moi personne ne m'a appelé ». Ça y est, c'est officiel, il est embauché, c'est donc lui qui reprend, Mads Mikkelsen, reprend le rôle de Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques 3, si tant est que le film se fasse un jour. C'est donc lui le nouveau Grindelwald. Johnny Depp aussi, petite mise à jour, il a vu sa demande en appel, son appel auprès du tribunal britannique rejeté. Il ne pourra donc pas faire appel et il a été condamné à rembourser les frais de justice du tabloïd The Sun qui s'élèvent donc à peu près 600 000 € si ma mémoire est bonne, 800 000 pounds, c'est dans ces eaux-là, en tout cas c'est pas un euro symbolique quoi. Donc voilà, la justice britannique a définitivement entériné ce jugement et j'ai envie de dire la Warner de même. Voilà pour vous mettre un peu à jour sur cette question-là.
Ensuite, il y a un dernier sujet. Étant un grand fan de Rambo, il fallait que je vous en parle parce que Sylvester Stallone, Sly, a parlé de l'éventualité non pas d'un Rainbow Six, mais d'un Rambo Six. Rambo 6, enfin voilà, un 6e Rambo après Rambo Last Blood, qui a été pour moi une déception énorme. C'est-à-dire que c'était un espèce d'épisode de Walker Texas Ranger sous l'Exomil qui, mais alors, vomissait complètement la mythologie de Rambo, qui respectait en rien le personnage, enfin vraiment qui était absolument débile dans sa manière d'appréhender tout l'univers qui avait été mis en place précédemment. Techniquement, le film était une honte absolue, enfin vraiment, c'est filmé avec des DV numériques dégoûtantes, les effets spéciaux sont nuls, le scénar est ultra prévisible et bateau et bête. Alors certes, ça s'agace un peu à la fin, mais ça va tellement à l'encontre de la logique du personnage que moi j'ai passé un très mauvais moment. Mais comme il survit à la fin, tout le monde s'est dit « est-ce qu'on n'aurait pas un petit Rambo 6 ? Ce serait rigolo quand même !» Et il faut dire que lorsque le film était sorti, Sylvester Stallone avait dit qu'il avait une idée pour un 6e épisode, et pour le coup, je trouvais que c'était une idée assez mortelle. Il avait évoqué le fait que le film puisse se passer dans une réserve indienne, pour une raison toute bête, c'est que vu la grosse turbine à viande dans laquelle s'est transformé le personnage de John Rambo à la fin du film, et logiquement il allait forcément se retrouver poursuivi par absolument toutes les institutions américaines. Or, le seul endroit sur le territoire américain où l'État fédéral ne peut pas intervenir comme il veut, ce sont les réserves indiennes. Et donc l'idée c'était Rambo se réfugiant dans une réserve indienne, et puis forcément ça allait partir en couille et ça allait devenir un film de siège complètement taré. Je trouve que c'est une très belle idée pour terminer sur le personnage, que déjà le concept était plutôt malin, et que ça permettait de renouer avec ce qui est le sens premier de ce grand héros de cinéma, de ce protagoniste tragique, à savoir son rapport à la marginalité, aux institutions, et un rapport extrêmement contraint et violent à l'idée de la guerre, et surtout à la guerre telle qu'elle est menée par les États-Unis. Et c'était vraiment l'occasion de raconter ça. Bon, et alors mes amis, il va falloir vous faire une raison parce que ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Le Sylvester Stallone, il est un peu fatigué, et quand sur les réseaux sociaux, un fan est venu lui demander « Ouais alors, Rambo 6, c'est pour quand ?» Et là, il a fait cette déclaration funèbre. Il a dit que ça n'arriverait que uniquement avec un préquel en streaming ou rien du tout. Bon, alors, on va être très clair. Young Rambo en streaming avec un autre acteur, mais jamais quoi. Moi, je veux pas voir Harry Styles prendre des protéines pour aller tuer des gens au Vietnam, ça me déprime d'avance. Donc j'espère vraiment que ça n'arrivera pas. Allons tous voir le merveilleux Sly pour lui dire s'il te plaît non. Tu fais ton 6 et puis on en termine. Le personnage meurt ou pas, mais pas un reboot adolescent, je vous en supplie. Ou en comédie musicale. En comédie musicale, ça m'amuserait. Comédie musicale Rambo, je suis pour. Donc j'ai rien dit. Comédie musicale en streaming, non, c'est n'importe quoi. Bref, c'était les news de la semaine. Comme chaque semaine maintenant depuis un mois, on termine cette vidéo en répondant à une des questions que vous nous posez en mode FAQ sur la vie de la rédac ou même tout simplement le métier qu'on fait. N'hésitez pas donc dans les commentaires sous cette vidéo à nous poser toutes les questions que vous voulez. On choisira une ou deux par semaine selon le temps dont on dispose pour y répondre. La question à laquelle on répond cette semaine, c'est en gros, comment ça marche les projections de presse? Vous êtes nombreux à nous le demander. Bah écoutez, c'est tout bête. Nous, on est à la rédaction, on travaille, et on reçoit ce qu'on appelle un carton d'invitation aux projections. Alors autant jadis, quand j'ai commencé dans le métier, c'était vraiment des cartons. C'est pour ça qu'on appelait ça des cartons. On recevait vraiment un petit carton d'invitation avec la liste et les dates de projection pour tel film. Pour Rambo 8, on fait 5 projections à telle date. Contactez-nous par téléphone ou par mail pour vous inscrire. Vous vous inscrivez, vous arrivez, devant la salle, il y a quelqu'un qui est là avec sa petite liste. Hop là, bonjour, gna gna gna, je suis Jean-Michel Cinéma. Hop, clac, vous allez voir le film. Puis après, vous faites la critique. Mais alors, comment ça se fait dans la rédac? Bah tout simplement, on essaye d'être toujours au moins 2 à voir un film. On peut pas toujours faire beaucoup plus parce que c'est tout bête. Aller voir un film, c'est quoi? Grosso modo, c'est 2 heures de film, c'est 1 heure aller-retour, c'est-à-dire c'est 3 heures de travail, ça fait une bonne partie de la journée. Et en gros, si vous envoyez 3 personnes, c'est 3 fois 3 heures, ça fait 9 heures de temps de boulot dans la rédac que vous consacrez sur un film. Comme vous le savez, il y a un gros paquet de films qui sort chaque semaine, ne serait-ce qu'au cinéma, quand on n'est pas en période Covid, il y en a entre 15 et 20, plus les séries, plus les films qui sortent sur les plateformes. Donc on ne peut pas tous voir tous les films. Il faut donc se répartir, et on se répartit en général tout simplement en fonction des envies. On va pas envoyer voir un film qu'on n'a pas... on n'envoie pas un journaliste qui a pas envie d'aller voir un film, regarder un film, ça peut donner que des retours pas très intéressants, pas forcément négatifs, mais pas très pertinents. Donc on essaye de se les répartir, on va dire, entre zone de spécialité et élan. Par exemple, je sais pas, récemment il y a Mandibule, on a été 2 à le voir dans la rédac, Geoffrey et moi. Moi j'aime beaucoup le travail de Dupieux, Geoffrey un peu moins, mais il en est très curieux. Et par exemple, quand on va revenir après de la projo, la discussion ça va être, tiens, non pas forcément qui a le plus aimé, même si on essaye souvent de donner la priorité à celui qui a le plus aimé, mais qui a le plus envie d'écrire.
Par exemple, et puis après on essaye d'équilibrer ça en fonction aussi de nos goûts personnels, vous voyez. Exemple, je sais pas, demain on va aller voir un Greg Araki avec Geoffrey. Moi Greg Araki, j'aime bien, mais j'ai pas vu tous ses films, donc je les connais pas très bien. Geoffrey connaît très très bien sa filmographie. Par exemple, même si moi je trouve ça génial et que Geoffrey est un peu moins enthousiaste que moi, on aura intérêt plutôt à lui confier la rédaction de la critique, parce que comme il connaît très bien sa filmographie, il va pouvoir replacer le film dans le travail d'Araki. Et ce qu'il va dire va peut-être être plus pertinent que moi qui aurais plus d'envie, plus d'élan, mais qui serait juste là pour dire j'ai trouvé ça super, faut que je regarde les autres films, c'est vachement bien. Voilà, donc c'est comme ça dans la rédaction qu'on essaye de se répartir et les projections, et après qui va écrire sur quel film. Et puis une projection, c'est aussi une question assez intéressante qui est celle de notre rapport avec les distributeurs et les attachés de presse. Je vous le rappelle, un distributeur en cinéma, c'est l'entreprise à laquelle le producteur mandate le fait d'amener le film sur grand écran. C'est-à-dire c'est celui qui va se dire ouais, ce film-là, il faut qu'on essaye de le sortir sur 200 copies, ce film-là, il faut qu'on essaye de le sortir sur 300, ce film-là, il faut qu'on fasse de la pub comme ça, ce film-là, il faut qu'on communique de telle manière. C'est-à-dire littéralement, comme dans d'autres secteurs de l'industrie, c'est celui qui va distribuer et organiser, penser la distribution d'un produit. On lui donne un mandat pour ce faire. Et lui-même, il va choisir un ou des attachés de presse dont le boulot est de trouver le bon angle et la bonne manière d'intéresser et d'attirer la presse, et c'est cet attaché de presse, en accord avec le distributeur, qui décide de quels médias vont être contactés et comment. Alors, il y a des distributeurs, il y a des entreprises qui partent du principe qu'il leur faut le plus de médias possible. Bon, voilà, du coup, c'est des échanges très faciles, hein. On vous envoie les invitations, vous vous inscrivez ou pas, selon que vous avez aussi le temps ou pas de traiter une œuvre, puis vous allez la voir, etc. Il y a aussi des distributeurs et des attachés de presse qui vont se dire, là-dessus, on veut faire de la dentelle, clairement, on veut des médias qui aiment, je sais pas, c'est un film d'horreur, on veut des médias qui aiment l'horreur, c'est un drame, on veut des médias qui aiment le drame, c'est un film français, on veut des médias qui sont bienveillants envers le cinéma français, etc., etc. Ce qui est bien légitime, ils ont des stratégies pour essayer d'avoir la presse la plus positive, ou en tout cas la plus intéressée possible, c'est bien normal. Il y a aussi des distributeurs qui parfois craignent d'avoir des médias critiques, alors c'est à nous de les convaincre que, en même temps, oui, des fois on fait des critiques négatives, mais on en fait aussi plein de positives, et que, justement, il y a peut-être un enjeu, c'est-à-dire que quand nous on dit du bien d'un film, a priori nos lecteurs savent qu'on le dit sincèrement, après ils sont d'accord ou pas, mais il n'y a pas de soupçon, on va dire, d'insincérité ou de malhonnêteté. Donc ce sont comme ça plein d'interactions un peu compliquées, puis il y a aussi des distributeurs qui disent « moi je veux pas la presse ». Par exemple, il y a beaucoup de comédies françaises pour lesquelles il faut savoir où la presse n'est pas du tout invitée. Et on invite, on va dire, que des médias partenaires ou que des médias dans lesquels on fait de la publicité. C'est très courant, et en même temps on peut pas tout à fait leur en vouloir parce que absolument tout le monde... Il y a une grosse partie de la presse qui démonte les comédies françaises, donc c'est bien normal qu'ils s'en protègent, du moins ça n'est pas étonnant. Et puis après voilà, il y a des stratégies très différentes d'un distributeur à l'autre. Par exemple, Disney a tendance à inviter très facilement beaucoup de monde. C'est pas très compliqué quand on est un média d'aller à des projections de presse Disney, ils sont pas du genre à planquer leurs films. Par contre, ils font souvent les projections très peu de temps avant la sortie des films, ce qui forcément condamne un peu la presse papier pour en parler, ce qui encourage le web, mais surtout ce qui nous oblige à travailler très vite. Or, il faut pas se leurrer, plus on travaille vite, plus on est simpliste, moins on a de recul et puis aussi de temps pour se répartir les papiers. À l'inverse, un studio comme Warner a tendance à être beaucoup plus sélectif, ou peut-être bordélique, je ne sais pas, mais en tout cas beaucoup plus sélectif dans les médias qui vont inviter en projection, mais on voit les films bien plus en amont, ce qui pour nous est un confort de travail très important. Donc voilà un petit peu pour vous faire un espèce de petit panel de comment fonctionne grosso modo, hein, c'est un peu simplifié, mais c'est l'idée, comment fonctionnent les projections de presse et comment ça vient s'articuler avec nous, notre travail. Voilà, c'était la FAQ du jour. N'hésitez pas encore, je vous le redis, à mettre en commentaire des questions si vous en avez. En tout cas, abonnez-vous, partagez cette vidéo, dites-nous ce que vous en avez pensé. On espère que ça va bien, tenez bon, on vous embrasse, mais on embrasse surtout vos mamans et vos papas. Gros bisous.